Bonsoir à tous. C'est un peu fort. Bienvenue à ce nouvel apéro talk. Ce soir, nous accueillons Bénédicte de Raffaellis-Soissons de Clustry. Donc vous connaissez le principe, on a 45 minutes devant nous. Bénédicte va répondre à toutes vos questions, donc n'hésitez pas. Voilà, donc Bénédicte, déjà, est-ce que tu pourrais nous expliquer ce que fait Clustry ? Bonsoir, je suis ravie d'être là. Oui, avec grand plaisir. Alors Clustry, c'est la première solution SaaS. En fait, on est vraiment une start-up technique, même si on fait des RH, qui va analyser, capitaliser sur des centaines de millions de données internes et externes à nos clients pour fournir des décisions RH basées sur un discours de preuve. En fait, on collecte 100 millions de parcours de professionnels dans le monde entier sur 200 secteurs d'activité. On normalise évidemment ces datas et ensuite on fait tourner nos algos pour faire des suggestions sur tout un tas de décisions RH différentes. Et du coup, les décisions qu'on supporte, c'est plus uniquement intuitif comme est la fonction RH aujourd'hui, mais c'est basé sur des faits. C'est pas contestable. Ça permet d'avoir une fonction RH qui va évoluer dans son mindset et de prouver bien souvent en fait que la transversalité est possible. Aujourd'hui, on a une fonction RH qui fonctionne par silo et par clonage. L'idée justement avec Clustry, c'est de dire non, en fait, vous pouvez élargir le champ des possibles, vous pouvez raisonner out of the box. Et je crois que d'ailleurs ici c'est un bel exemple puisqu'on a plein de gens qui se disent j'ai envie de me mettre à coder et c'est possible parce que comme je suis passionnée par ça, j'ai le potentiel de le faire. Nous on le voit dans les suggestions qu'on fait parfois à des acteurs bancaires typiquement qui veulent des data scientists. On leur suggère des gens qui sont analystes financiers, donc qui n'ont jamais fait de data science, mais qui sont à l'aise avec les chiffres, qui savent raisonner et qui, en apprenant à coder, peuvent très bien devenir des data scientists. D'accord. Et alors, comment c'était venu cette idée ? C'est quoi ton background ? C'est quoi l'histoire de Clustry ? C'est quoi mon background ? Alors, je ne suis pas du tout technique. J'ai fait des maths appliquées à l'éco, mais c'est très très loin de la technique. En fait, j'ai aussi jamais fait de RH. Ça n'a jamais été spécialement une vocation. Je ne me suis pas réveillée un matin en me disant je vais faire des ressources humaines. Simplement, j'ai bossé pendant 4 ans dans une boîte qui était un cabinet de conseil, comme beaucoup de gens, je pense, après leurs études pour se lancer. Quand on a une variété de missions, on se dit c'est bien, je vais un petit peu toucher à tout. Bon, au bout de 4 ans, c'était sympathique, mais j'avais envie d'évoluer et je ne savais pas ce que je pouvais faire. Parce que quand on fait du conseil, on peut à la fois tout et rien faire. Et donc, j'avais besoin de chercher de l'inspiration, de me dire qu'est-ce que tu peux faire comme prochain job ? Et donc je me suis dit, ok, un bon moyen de le faire, c'est de regarder des gens qui me ressemblent, des gens qui ont fait la même école que moi, donc je suis universitaire, j'ai fait la Sorbonne, des gens qui ont fait du conseil, qui ont bossé pour des industries comme les pneumatiques, comme l'énergie, comme la banque, et de me dire qu'est-ce qu'ils sont devenus par la suite et qu'est-ce que je pourrais devenir. Donc j'ai analysé à l'époque à la main, puisque j'avais pas d'algo, 500 profils de personnes qui avaient des points communs avec moi, de façon très organisée, très rigoureuse, ce qui finalement m'a apporté quelques réponses, mais m'a surtout donné l'idée de me dire, ok, au lieu de le faire pour moi, pour me faire évoluer dans ma carrière, en fait, cette approche par la preuve, par la data, ce serait bien de l'apporter dans les grands groupes. Et puis toutes les entreprises qui aujourd'hui raisonnent de façon très fermée, se dire qu'en fait, tout est ouvert et d'aller convaincre avec ces données. Parce qu'aujourd'hui, les RH, quand ils proposent un profil atypique à un manager, le manager va dire « Mais non, moi je t'ai défini une fiche de poste, il me faut cette école, il me faut ces compétences, il ne ressemble pas du tout, donc non. » Et en fait, là, l'idée, c'est de dire en fait, ok, peut-être que toi, tu as défini une fiche de poste qui est très spécifique, mais la réalité, c'est que dans l'industrie ou dans d'autres industries, en fait, c'est possible. Et donc, on peut s'inspirer de ça. Donc, j'avais envie de porter cette vision sur le marché, donc j'ai décidé de me lancer. D'accord. Et donc, comment est-ce que ça s'est passé d'une analyse à la main à quelque chose de beaucoup plus construit, un algo ? Donc, je sais pas comment tu as construit ton équipe. J'imagine que c'est comme ça que ça s'est passé. Oui, y a eu beaucoup de souffrance au début à la main, donc ça a aidé. Ensuite, les choses avaient l'air un peu plus faciles. En fait, la première chose que j'ai faite, donc j'étais encore en poste, j'ai commencé à travailler sur mon projet. La première chose que j'ai faite d'abord, c'est que j'ai pas eu le réflexe tout de suite de lancer ma boîte. Je me suis dit, super idée, tu vas aller la vendre à quelqu'un et tu vas te faire recruter pour lancer le projet. Bon. Donc je commence à bosser là-dessus la nuit. Je package le truc, donc évidemment en bonne consultante, je fais 200 slides, super analytique. Et puis j'envoie au culot un executive summary et je me fais recevoir par la boîte. Je fais 3 pitchs comme ça. Ils me disent c'est super intéressant. Par contre, l'offre ça se passe à Mountain View, donc il faut que tu pitches avec quelqu'un à Mountain View. Donc je fais ça et puis le soir je rentre et je me dis mais en fait qu'est-ce que tu fais ? Tu as toujours eu envie de lancer ta boîte et puis là tu as un projet et tu cherches à te faire recruter pour le faire. Non, vas-y lance-toi. Parce que je ne crois pas au modèle où on se dit j'ai envie de lancer une boîte, je cherche une idée puis un jour je me lancerai. Je pense qu'il faut qu'on ait un projet qui s'impose à soi pour qu'on puisse trouver cette envie chaque matin quand on se lève d'y aller et de se défoncer. Donc voilà, je pars et je me dis ok, avant de me lancer à fond dans le projet, il faut quand même que j'arrive à convaincre.
Je n'ai pas cherché au départ à avoir des subventions. Je me suis dit, il faut que tu arrives à convaincre soit un client, soit un investisseur. Donc, première chose que je fais pour comprendre ce que c'était que les ressources humaines, puisque je n'en avais jamais fait, mais je savais faire du conseil. Je vends une mission de conseil à un grand groupe qui s'appelait GDF Suez, génère 50 000 euros, et avec ces 50 000 euros, je construis des mock-ups de la solution. Donc, contrairement à vous qui êtes capable de faire un MVP, moi, je n'avais pas une ligne de code, mais j'avais des écrans un peu jolis. Je les fais monter sous forme de vidéo avec une jolie voix, une petite musique, super. Et je vais voir le DRH de GDF Suez et en fait, je lui vends le pilote du produit qui n'existait pas. À l'époque, je me dis, en 6 mois, c'est fait, aucun problème. Et donc, je vends le pilote et j'arrive à générer assez de chiffre d'affaires pour me dire, OK, je bosse avec des freelances et je développe le produit. Bon, évidemment, je me rends compte très vite que des freelances, c'est pas la même implication que des gens qui sont à fond. Enfin, en plus, moi, ayant pas de technique, c'était difficile aussi d'arriver à les driver, à les cadrer. Et puis, je me rends compte que c'est sûr, vu la complexité du truc, en 6 mois, c'est pas faisable. Donc, deuxième étape, je me dis, il faut que tu lèves des fonds pour recruter ton équipe. Mais j'avais pas de produit. J'avais pas de cofondateur puisque je suis seule fondatrice et pas technique, donc bon, c'était un peu compliqué. La plupart des gens m'ont dit tu vas pas y arriver, essaie de continuer comme ça avec le chiffre d'affaires que tu as fait. Moi, je me dis qu'on n'a rien à perdre à essayer, donc je suis allée convaincre des fonds. J'ai levé 600 000 euros avec Alven Capital, Xavier Niel, il y avait Frédéric Montagnon, Jonathan Benamou de PeopleDoc qui est dans les RH. Donc que des gens qui pouvaient m'apporter des compétences au-delà d'argent, parce que j'avais besoin d'être entourée, d'avoir des gens, Florent Brutto de Dataiku aussi, qui connaissent la data, qui connaissent les RH, qui connaissent le milieu entrepreneurial. Et j'ai recruté mon CTO, premier salarié, septembre 2014. Voilà. Et depuis, deuxième levée de fonds en octobre 2015 de 2,5 millions. Aujourd'hui, on est, je ne sais plus si on est 22 ou 23 personnes. Voilà. Alors justement, c'est quoi le secret? Parce que donc, la boîte a été créée en 2013, c'est ça, je crois. Les statuts ont été déposés en 2013, j'étais encore seule, il n'y avait encore rien du tout. Premier employé en 2014, vous avez levé 2,5 millions, c'est ça, en octobre dernier? Oui. On a régulièrement des jeunes entrepreneurs qui viennent nous voir. En général, il y a quelques années de galère avant de réussir à percer comme ça. Donc, c'est quoi le secret? En fait, il n'y a pas de secret parce qu'on n'a pas réussi. Enfin, c'est pas une réussite, c'est que oui, on se met des milestones et à chaque fois, on essaie de les atteindre et on les atteint. Après, la vraie question qu'on entreprend, c'est la notion de réussite pour chacun. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, on est effectivement en pleine croissance. On a un objectif qui va être très fort pour 2017, c'est de lancer les US. Donc, je ne sais pas si c'est le secret de la réussite, mais c'est plutôt quel est le secret pour effectivement se mettre des étapes, arriver à les atteindre. Moi, je fonctionne vraiment step by step. C'est-à-dire que je me dis, je sais pas, enfin, j'ai pas un objectif de rachat ou un objectif très fort comme peuvent avoir certaines personnes parce que je me dis que ça peut biaiser la façon dont j'avance au fur et à mesure. Donc, je me dis, ok, il y a des milestones qu'il faut qu'on atteigne, et à chaque fois qu'on atteint ça, on se dit, ok, c'est quoi la prochaine étape? Il faut néanmoins réussir à célébrer des réussites sans se dire, bon, ça y est, on peut se reposer. Au contraire, parce que le marché bouge très vite. Mais je crois qu'en fait, c'est juste ce que je disais, c'est d'avoir un projet qui s'impose à soi et pour lequel on est passionné et derrière, facilement, on a envie de bosser dessus. On arrive à avoir des gens autour et à fédérer autour de ce projet une équipe qui aussi est passionnée, qui a aussi envie de se lancer et de donner le meilleur de soi. Donc je pense que c'est aussi beaucoup d'énergie et de passion. Il n'y a pas tellement de secret derrière ça. J'imagine. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Alors on a eu la chance d'avoir donc Aircall la semaine dernière, ils ont levé vendredi pas mal d'argent, donc vous c'était en octobre, donc on a vu le juste avant la levée et donc le juste après, comment ça se passe juste après une très grosse levée? J'imagine que c'est bon, maintenant on a de l'argent, détendons-nous. Alors, comment ça se passe juste après une grosse levée? Oui, en général, on a fait un plan avant de lever, donc la pression, elle est un peu plus forte après. Avant, on a un plan, on se dit, ouais, c'est bon, j'ai un plan, je vais réussir à convaincre. Bon, une fois qu'on a convaincu qu'on a l'argent, il faut exécuter le plan, en fait. Donc, c'est là que ça commence à avoir, on a un petit peu plus de pression. Justement, le risque, c'est de se dire, je viens de lever, donc je suis confortable, j'ai 2,5 millions devant moi, je peux y aller. Alors qu'en fait, justement, c'est le moment où il ne faut pas mollir. C'est le moment où il faut avoir un plan qui est réaliste, qu'on affiche aux investisseurs, mais un plan qui, pour nous, perso et vis-à-vis de l'équipe, est ambitieux. On a plus de moyens, c'est évident, donc ça nous permet d'accélérer. Maintenant, il faut aussi arriver à gérer l'accélération pour se donner, en général, 18 mois. Quand on lève, c'est que on a une phase de 18 mois, en gros, et puis après, il y en a une prochaine. Donc, il faut se dire, OK, quelles sont les étapes avec ces fonds-là pour y arriver?
le risque, c'est de dépenser beaucoup d'argent au début, alors qu'on n'a pas encore prouvé certaines choses. Donc, en fait, c'est pareil sur la façon dont on dépense l'argent. Nous, on se met des milestones, que ce soit en termes de recrutement ou en termes d'investissement divers. On se dit, OK, si on a atteint ce milestone, on va pouvoir investir sur telle et telle dimension. Il faut vraiment réussir à faire ça, parce qu'au début, on n'a jamais eu autant d'argent sur le compte. Donc, forcément, on peut être un peu perdu, mais je pense que c'est encore super important d'avancer de façon rigoureuse. Alors justement, c'est quoi les milestones pour l'année prochaine? Parce que là, vous avez déjà pas mal de grosses boîtes, il me semble, en clients. Et bon, c'est une solution Big Data, donc il faut quand même des gros fichiers pour travailler. Donc c'est quoi les nouveaux marchés à aller chercher? Alors, nos ambitions pour 2016, d'abord, il y a une énorme ambition sur la techno. La moitié de nos équipes, c'est de la R&D. Donc, on est vraiment une boîte techno. Donc, on veut développer des algos pour adresser de nouvelles dimensions en RH, en succession planning, en rémunération. Donc, voilà, il y a beaucoup de travail sur la normalisation des algos, sur des data, sur les nouveaux algos à développer. On veut mettre une phase amont et une phase aval pour couvrir toute la chaîne, c'est-à-dire pas être sur de la suggestion et de la justification, mais avoir des call to action en amont, des KPI en aval. Donc, il y a beaucoup de boulot là-dessus. C'est pour ça qu'on a encore, je crois, 8 recrutements ouverts sur la technique. Et puis ensuite, c'est devenir une référence sur le marché français. Donc, typiquement, essayer d'avoir tout le CAC 40 en client, donc ça c'est la version ambitieuse, et puis attaquer le SBF 250, donc c'est les 250 plus grosses boîtes françaises, puisque on est pertinent à partir de 1000 salariés. Donc ça veut dire accélérer sur la dimension commerciale. Et troisième enjeu, et qu'on n'adressera pas avec cette levée de fonds évidemment, c'est préparer le marché américain et ouvrir le marché américain en 2017. D'accord. Quelqu'un a une question? Bonjour Karim, moi j'ai une question sur ta première levée de fonds. En fait, tu l'as faite toute seule, c'est ce que tu as dit. En fait, oui. Qu'est-ce que tu penses tu as dû mettre en avant, le fait d'être toute seule? Parce qu'en général, il faut toujours être minimum de 3 cofondateurs. Donc qu'est-ce que tu as dû faire, en fait, tu penses, de différent pour pouvoir mettre en avant ça, pour pouvoir faire ta levée de fonds? Bah oui, justement, c'est vrai qu'il paraît qu'il y a une vidéo où Samad disait que la vision de The Family, c'était toujours d'avoir plusieurs cofondateurs, sinon il ne fallait pas investir. Moi, en fait, je pense que ce qui a pu convaincre, c'est que je ne les ai pas lâchés. Donc, ils se sont dit, si elle ne nous lâche pas, elle va faire pareil avec les clients, elle va faire pareil avec son équipe, et elle est déterminée. Donc, voilà, Alven a avancé de façon très intelligente, parce qu'en fait, au premier rendez-vous, Rafi, qui est donc dans mon board, m'a dit, écoute, nous, on n'a jamais fait ça, on n'a jamais investi dans une boîte où il n'y avait pas de produit et une fondatrice seule, qui en plus n'est pas technique sur un produit technique. Donc, je vais voir si ça pose problème. Si ça pose problème, on n'avancera pas. Et puis, si ça pose pas de problème, je te jure qu'on n'en reparlera plus et on avancera dans le process. Donc, voilà, ça a aidé. Je pense qu'il y a aussi deux choses. La première chose, c'est que j'avais réussi à vendre un pilote du produit qui n'existait pas. Donc, c'était quand même un élément de réassurance pour eux. Sur ma capacité à convaincre des clients, sur aussi un peu le product market fit, puisque un acteur comme GDF Suez a acheté un pilote sur un montant pareil, c'est pas non plus quelque chose qu'on voyait tout le temps. Donc ça, je pense que ça les a aussi aidés. Et le fait que j'avais réussi à m'entourer de business angels avant d'aller chercher le fonds d'investissement qui était pertinent et qui avait des compétences et qui pouvait m'accompagner. Donc je pense que ça les a aidés à changer d'avis. Mais les business angels, pour les convaincre, ça n'a pas été facile non plus. Frédéric Montagnon, je l'ai croisé à un dîner et après, je pense que je l'ai peut-être harcelé pendant 2 semaines en lui disant j'ai besoin de toi et je suis sûre que tu peux m'apporter des choses. Et voilà, question de détermination, je crois. À l'usure, finalement, ça peut fonctionner. Et alors, comment tu as trouvé ton CTO? Tu as dit que c'était ton premier recrutement. Donc comment tu as fait pour trouver la bonne personne, gérer le fit? Et est-ce qu'il est purement employé ou est-ce qu'il est devenu cofondateur, même s'il était après? Il a des parts, oui, il a des parts de l'entreprise, évidemment. D'ailleurs, la plupart de mes salariés ont des parts de l'entreprise. Je pense que c'est important quand on se lance dans une aventure comme celle-là, d'avoir aussi envie d'impliquer les autres et de faire en sorte que Clustry, c'est plus juste moi, mais c'est toute une équipe. Donc oui, évidemment.
Comment je l'ai trouvé? C'est une très bonne question parce que j'avais un peu d'appréhension vis-à-vis de ça. N'étant pas technique, je me suis dit, bon, bah, je vais pouvoir voir si le fit passe, si la personnalité, voilà, on arrive à s'entendre, surtout qu'on était quand même deux dans les bureaux, seuls, face à face au départ. En fait, dans mes business angels, j'avais deux personnes qui faisaient du recrutement et qui donc m'ont présenté tout un tas de candidats. Ils avaient, eux, validé toute la dimension technique. Ensuite, je l'ai rencontré, c'est très bien passé au niveau du feeling. Et puis, j'ai essayé de discuter technique de façon fonctionnelle. C'est un peu antinomique ce que je dis, mais en fait, réfléchir des algos, on n'est pas obligé d'être technique pour pouvoir réfléchir sur des algos. Donc, typiquement, on a échangé sur ce genre de choses et ça m'a aussi permis de voir si on pouvait avancer en phase. Et c'est quelqu'un, justement, qui est excellent techniquement, mais qui est aussi complètement capable d'avoir des idées fonctionnelles et de faire évoluer le produit, voire la stratégie de la boîte là-dessus. J'ai une question concernant la levée de fonds. Comment vous avez rassuré les investisseurs face à à LinkedIn, par exemple? Parce que c'est compliqué c'est comme si on montait un produit, on disait si Google fait la même chose demain, on est mort. Comment les rassurer quand on va monter un produit comme ça? Alors typiquement, j'ai pas eu besoin de les rassurer parce qu'ils n'ont pas eu cette peur-là. Pour deux raisons. La première raison, c'est qu'on n'a rien à voir avec ce que fait LinkedIn. C'est-à-dire que LinkedIn s'adresse pas aux grands groupes en interne pour faire des suggestions et fait pas de l'aide à la décision en ressources humaines. LinkedIn, leur ambition, c'est être un annuaire interne d'entreprise, ils ont de la data, etc. Mais on n'a pas le même positionnement. Ça, c'est la première raison. Et la deuxième raison, c'est que je crois qu'en fait, cet argument, il est valable pour toutes les entreprises. Toute entreprise qui se lance, ben oui, si demain un Google, même sur quelque chose qui n'est pas son marché, décide de mettre tous ses ingénieurs sur la question, il peut faire quelque chose. Mais c'est justement là où ce qui fait la différence, c'est la vision, c'est l'agilité, c'est la capacité à exécuter et ensuite à pouvoir permettre à un acteur demain de vouloir gagner du temps sur son marché, de s'intéresser à nous. J'ai une question. On parle souvent de la difficulté pour les startups d'adresser des grands groupes. Le fait d'avoir un positionnement très CAC 40, comment ça se passe ? C'est une vraie question. Nous, il y a deux dimensions. Il y a la dimension start-up, effectivement, et il y a une autre dimension qui est la dimension SaaS. Et les grands groupes ne sont pas non plus spécialement habitués à travailler avec des boîtes en SaaS. Sur la partie start-up, je crois qu'aujourd'hui, il y a quand même une prise de conscience collective des grands groupes et une envie d'aller vers ces méthodes agiles. Ils commencent à mettre tous des open space, à se dire on a envie de s'inspirer de la culture start-up. Donc, il n'y a pas tellement aujourd'hui d'appréhension à travailler avec des start-up à partir du moment où on arrive aussi à adopter les codes des grands groupes. Typiquement, c'est la raison pour laquelle nous, on fait beaucoup de communication, on participe à des prix, etc. En fait, c'est un peu, entre guillemets, signe extérieur de richesse. On leur montre que quand même, il y a des éléments factuels sur lesquels ils peuvent s'appuyer et ils peuvent avoir confiance en nous parce qu'on a été élu Startup RH européenne de l'année, que ceci, que cela. Ils disent, ah bon, ok, ils sont sérieux, ils ont des articles. Donc ça, c'est un point important. Sur la dimension SaaS, qui aujourd'hui peut aussi, vis-à-vis des grands groupes, être problématique parce qu'ils ne sont pas habitués à travailler avec du SaaS. Des fois, on a des questions en disant, est-ce qu'on peut faire du on-premise ? Bon, alors, en fait, vraiment, nous, on est SaaS pur, donc c'est compliqué de leur expliquer. Je pense que là, il y a vraiment un enjeu collectivement pour tous les acteurs qui font du SaaS à éduquer les grands groupes sur ce que c'est. C'est-à-dire expliquer, aux États-Unis, c'est une évidence. En France, ça l'est pas. On croit que SaaS, c'est juste, ok, j'y ai accès en ligne. Mais en fait, SaaS, c'est aussi sur les évolutions fonctionnelles, c'est aussi sur le pricing, sur le mode de paiement, etc. Donc, je pense qu'il faut que les acteurs qui font du SaaS collectivement définissent une espèce, entre guillemets, de charte et disent, bah, voilà, les grands groupes, moi, quand je vais les voir, je leur explique que c'est cette charte et j'en démords pas. Parce que s'il y en a un ou deux qui sort du rang, bah, nous, ensuite, on n'a plus de crédibilité pour dire non, le SaaS c'est ça et on va essayer de s'y tenir. Bonjour, Romain. Moi j'ai une question en fait qui est un peu connexe, la relation avec les grands groupes et celle du produit. Parce que j'ai l'impression qu'en général quand on vend un produit à un grand groupe, il va toujours falloir le customiser, etc. Et du coup je voulais savoir comment vous gériez cette dialectique-là. Est-ce que vous arrivez quand même à avoir un produit standard ou est-ce que vous faites des trucs tailored pour chaque client ? Alors, on le gère beaucoup mieux depuis qu'on a un product manager qui est d'ailleurs un ancien élève du wagon et son rôle c'est justement de me dire non bien souvent et de me dire non, le produit c'est ça, on n'en démord pas. Donc ça c'est une première chose. La deuxième chose c'est que justement faire du SaaS pur c'est avoir un produit complètement générique. Donc on essaie de penser le produit de façon à ce qu'il soit générique et ensuite à avoir de la conf mais que ce soit juste de la conf qui nous permette d'adresser les problématiques de nos clients. Notre règle c'est de se dire si ça c'est un enjeu pour 80% des boîtes alors on le fait en générique et le reste c'est de la conf. Donc ça nous permet de trier évidemment. Ensuite c'est compliqué parce que
toutes les boîtes vont nous demander des choses qui sont différentes et c'est là aussi où la vision produit elle est importante parce qu'il y a à répondre à ses clients, dans les pieds du produit, il y a vouloir répondre à ses clients, mais il y a aussi la vision que je veux porter sur le marché parce qu'on veut aussi leur permettre de changer leurs pratiques. Donc il ne faut pas qu'on se colle uniquement à leurs besoins. Et puis après, on fait remonter les besoins du client et en fonction justement de est-ce que c'est générique, est-ce que d'autres clients ont ces besoins-là, est-ce que ça fait partie de notre stratégie, on y va ou on n'y va pas. Mais il faut être fort de caractère pour tenir parfois. Et finalement, un des enseignements qu'on tire, c'est que finalement le client parfois il aime bien qu'on lui dise non aussi. C'est-à-dire qu'ils vont demander des tonnes de choses et le fait de leur dire non, ils se disent ok, en fait ils savent où ils veulent aller, ils savent quel est leur produit et finalement ça les rassure. Donc il faut oser le faire et après une fois qu'on l'a fait la première fois on se dit finalement il faudrait le faire plus souvent. Toujours sur les grands groupes, est-ce qu'on ne te parle pas souvent de données sensibles qu'on héberge quelque part? Tu parlais de SaaS notamment. C'est un truc que je vois moi aussi régulièrement. Donc, On comment me tu demande gères ça? où on est hébergé. Oui, Ouais, c'est ça, donc on est hébergé dans le cloud. Puis le type de données que vous hébergez en plus, ça Oui. se balade quoi. Parce que nous, on a des données externes et les données internes de l'entreprise. Dans nos données externes, en fait, notre façon d'y répondre, qui est évidemment la réalité, c'est que d'abord, on a des bases de données qui sont étanches. Ça veut dire que les 100 millions de profils qu'on a externes, ils sont sur une base et ça ne communique pas avec les autres bases de chacun de nos clients. Et que chaque base de chacun de nos clients est étanche et séparée. Qu'ensuite, on a des modes de rapatriement qui sont très sécurisés. Donc, on leur propose 4 modes de rapatriement différents. Après, c'est une dimension évidemment contractuelle. Ils peuvent avoir une certaine appréhension à ce que les données soient dans le cloud, mais finalement les données qu'on récupère chez eux en fait ne sont pas des données sensibles parce que si quelqu'un a mis des données sur son parcours publiquement, il les partage en fait déjà. On récupère aussi des données parfois de rémunération ou d'évaluation, donc ça peut être plus sensible, mais justement le fait de leur présenter, et c'est pour ça qu'on a un technique qui vient avant de vendre, rassurer les clients là-dessus et leur montrer, qu'on a mis en place tous les moyens de s'assurer que c'est complètement sécurisé pour eux, et deux, leur montrer que chez d'autres clients, on l'a fait et que ça pose pas de problème et qu'ils ne sont pas les seuls à avoir cette problématique et les autres le gèrent très bien. C'est aussi un élément qui nous permet de les rassurer là-dessus. J'ai une question plutôt au niveau des algorithmes, donc qui vous permettent de faire une décision sans donner trop d'infos. Comment vous arrivez à trouver une raison? C'est-à-dire, vous avez dit par exemple, trouver cette personne sera mieux pour coder parce qu'elle travaille déjà avec des chiffres. C'est des choses qui sont déjà codées en vous disant ce profil sera plutôt pour ce profil, ou il y a dû devoir en parler avec le CTO, ou c'est un peu fait sur je pense que ce type de personne pourra devenir ce type de job, ou ça s'est fait plutôt automatiquement? Alors, au départ, donc, quand on construit nos algos, la première étape, c'est de récolter de la data pour connaître la réalité, en fait. Toutes les suggestions qu'on fait sont basées sur la réalité. C'est pour ça qu'on analyse 100 millions. Donc, on récolte la data, on la normalise parce qu'il y a 50 façons différentes d'exprimer un même job dans une même entreprise, une industrie ou même entre pays. Donc, on la normalise. Et ensuite, qu'est-ce que font nos algos? En fait, nos algos, ils vont analyser sur chacun des profils une centaine de critères. Les compétences, les écoles, les domaines de formation, le nombre de sauts de carrière, quels étaient les jobs de chacun des sauts de carrière, combien de temps la personne est restée en poste, dans quel secteur d'activité c'était, etc., etc. Et ça nous permet en fait d'avoir une base où derrière on va identifier énormément de patterns. C'est quand on va faire des suggestions, on peut faire des suggestions basées sur la fréquence. Typiquement, je cherche un directeur marketing. Bon, là, faut pas être trop intelligent pour dire on va vous proposer, j'en sais rien, un responsable marketing qui peut devenir directeur. Ça fait 5 ans, blablabla. Là, on crée pas d'intelligence, c'est bête et méchant. Les 100 millions nous servent à rien. On se dit qu'est-ce que demande l'offre et à quoi ressemble la personne. Ça, c'est justement pas ce qu'on veut faire. Nous, on va dire, ok, pour un poste de directeur marketing, on va vous proposer un directeur R&D. Super surprenant a priori, mais en fait comment on l'a vu? Parce que typiquement dans les datas, on va voir que sur des postes de directeur marketing, dans l'industrie des pneumatiques par exemple, il y a 5% des directeurs marketing qui sont d'anciens directeurs R&D. Et que dans 100% des cas, à chaque fois que ça a eu lieu, ce saut de carrière-là a été pertinent. C'est-à-dire qu'il y a eu une évolution du champ de responsabilité, une évolution managériale, etc., etc. Donc il faut évidemment qu'on arrive à déceler la notion de pertinence. Et ça nous évite d'être sur une approche de fréquence, parce que ça ne sert à rien de reproduire
reproduire des choses. On peut faire une approche par la fréquence, mais ce qu'on va chercher justement à pousser, c'est aussi des cas de figure qui sont beaucoup moins fréquents, mais qui sont pertinents, et d'ouvrir les yeux aux RH et aux managers en leur disant c'est possible, et c'est pas juste une absurdité, ça a eu lieu ailleurs, dans un autre pays, dans une autre industrie, et vous pouvez le reproduire en interne par rapport à vos objectifs. Donc les algos, ensuite, on les paramètre aussi par client pour qu'on puisse avoir des suggestions qui vont répondre à leurs objectifs. Typiquement, je ne sais pas, avoir plus de femmes à des postes de manager ou dans la tech, ou développer les métiers du numérique, lever le pied sur des métiers commerciaux, etc. etc. Moi, je voudrais savoir quand est-ce que vous allez remplacer Pôle emploi ? Alors, c'est une bonne question. Derrière votre question, ce que je vois, c'est ce qu'on va faire du B2C pour les demandeurs d'emploi, ou d'ailleurs, en général. Aujourd'hui, ce n'est pas notre positionnement. Sur le recrutement, il y a beaucoup d'acteurs qui sont positionnés sur le recrutement, typiquement, et qui font du matching, pas de la même façon que nous, parce qu'ils ne font pas du matching sur la base de la réalité, ils n'analysent pas 100 millions, mais ils font par ressemblance. Pourquoi on n'est pas là-dessus ? La première chose, c'est qu'on est persuadé qu'aujourd'hui, il faut aller faire changer le mindset dans les entreprises. Si demain, on propose à Pôle emploi la même chose, justement, on va peut-être proposer, pour reprendre le même exemple, à un directeur R&D de postuler à un job de directeur marketing dans un grand groupe. Sauf que si le manager et le recruteur du grand groupe, on ne lui a pas apporté la preuve que c'était possible, ça ne sert à rien. Donc la première étape, c'est d'aller changer les mentalités dans les entreprises, dans les grands groupes, pour leur montrer que c'est possible. Et ensuite, oui, on aura un intérêt à être sur du B2C. Mais on a vraiment cette vocation à d'abord, parce qu'on pense que le cœur du problème est là, à aller au cœur des entreprises porter ce message-là. Bonjour, moi je viens des ressources humaines. Et j'ai travaillé pendant quelques années sur tout ce qui est mobilité, et puis surtout, j'ai travaillé sur une thèse concernant les big data et les ressources humaines. Et je me suis retrouvé confronté à une hostilité très marquante du métier des ressources humaines vis-à-vis de tout ce qu'on peut en sortir des big data et des données RH. Alors, je voulais avoir votre retour, vous, qui êtes praticienne, non pas forcément des ressources humaines, mais plutôt de la big data, et des algorithmes. Comment est perçu, non pas dans les CAC 40, mais d'une manière générale au niveau des praticiens RH, comment est perçue cette approche plutôt novateur ? Alors, il y a deux choses. Globalement, on a un très bon accueil, donc on n'a pas eu cette problématique-là, mais je pense pour deux raisons. La première raison, c'est qu'on contribue à dédiaboliser cet aspect-là. Parce qu'aujourd'hui, effectivement, on peut avoir, d'abord, on dit tout est big data, tout le monde fait du big data, on ne sait pas tellement ce que c'est que le big data. En marketing et en vente, le lien entre big data et résultat est clairement prouvé. En RH, on se dit, mais comment on va le prouver ? Parce que la RH, c'est intuitif, etc. Donc, on contribue à dédiaboliser ça, justement, sur notre techno et dans le produit, pour montrer que c'est un support au RH. On ne vient pas remplacer la fonction RH, et surtout on ne vient pas tuer la dimension intuitive de la fonction RH. C'est vraiment simplement dire, au lieu d'être uniquement intuitif, vous pouvez aussi être basé sur les faits. Et ça passe aussi beaucoup par une approche produit, pour que notre techno qui va s'incarner dans le produit, le RH qui va l'utiliser sente bien que c'est pour lui, ça va l'aider, ça va le soutenir, et ça ne va pas venir le remplacer. Donc d'abord, il faut dédiaboliser justement cette dimension-là, en disant il faut arrêter d'opposer d'un côté les machines et les data et de l'autre côté l'humain. C'est juste en réunissant les deux, on peut arriver à aller plus loin, à ouvrir le champ des possibles, et justement à replacer l'humain au cœur, parce que là où hier on faisait des clonages et du silo, demain on va avoir par la preuve le fait que tout est possible et qu'il faut arrêter de se mettre des barrières. Donc ça, c'est la première dimension. Et la deuxième, c'est qu'en fait, on est un formidable outil de valorisation de la fonction RH au sein des grandes entreprises. Parce que le RH va avoir plus de poids dans sa relation vis-à-vis des managers. Le RH va avoir plus de poids vis-à-vis de sa hiérarchie, vis-à-vis du comité de direction aussi. Parce qu'on va pouvoir justement lier la fonction RH avec des KPI, avec des résultats. Donc, on est un outil de valorisation, et ça, je pense qu'ils en ont conscience, qu'ils le reçoivent. Et ça nous aide beaucoup à contourner cette problématique que vous avez évoquée. Alors, moi, j'ai une question liée. J'ai un peu de mal à la formuler, donc dis-moi si je ne suis pas clair. On a donc pas mal de chefs d'entreprise qui viennent nous voir et qui nous expliquent les recrutements de leurs équipes. Et à chaque fois, quand ils nous décrivent des entretiens marquants, on a l'impression que ce qui les a convaincus, c'est... chez la personne, c'est un petit truc un peu inquantifiable, quoi. Et la big data, c'est super, ça permet de sortir des recos, des grandes tendances facilement.
enfin c'est un traitement statistique, donc ça écrase quand même justement la particularité, quoi. Est-ce que donc, quand je vois toutes ces startups, donc soit vous en côté mobilité interne, soit des LinkedIn, etc., je demande à chaque fois justement si ça n'a pas tendance à accentuer des traits déjà existants et si le recrutement un peu original n'est pas un peu tué, quoi. Je pense que j'ai compris la question. Alors, pour moi, il y a 2 axes différents. Le premier axe, c'est pour ça justement qu'on n'est pas uniquement sur une approche statistique et qu'on va pouvoir faire ressortir ces traits particuliers. Si on faisait qu'une approche statistique, effectivement, on verrait les choses les plus fréquentes. Et c'est pour ça que dans nos algos, on travaille très dur justement pour aller voir des choses qui statistiquement ne sont pas parlantes, mais qui finalement sont particulières et sont intéressantes à highlighter pour les RH. Donc on va aller chercher ces caractères particuliers. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que justement c'est la raison pour laquelle il ne faut pas demander en ressources humaines à la data de suggérer l'action et de mener l'action, comme on le fait en marketing. C'est la raison pour laquelle on dit ok, nous on va suggérer, on va faire des suggestions de candidats internes pour un poste, on va faire des suggestions de poste et de parcours pour un salarié, etc., etc. Mais derrière, c'est au RH de mener toute son intuition et ensuite justement d'avoir ces interviews, d'accrocher avec une particularité d'un candidat. Donc on ne vient pas remplacer cette phase-là, on est vraiment aide à la décision. D'accord, c'est clair. Justement, par rapport à ça, ce qui est intéressant, je voulais savoir comment vous vous positionnez justement par rapport à des grands acteurs du type IBM, hein, et qui développent quand même des outils non pas similaires, mais utilisant des technologies big data pour travailler sur les recrutements. Et justement, comment vous qui êtes assez modeste en termes de taille par rapport à des très gros acteurs, comment vous vous situez par rapport à ces technologies quand même très pointues? Oui. Concurrentiellement, hein, je veux dire, au niveau de la concurrence. Sûr. Alors, il y a 3 types d'acteurs avec lesquels on pourrait nous comparer. Premier type d'acteur, vous ne l'avez pas évoqué, mais c'est tout ce qui est SIRH, qui font du process. Donc, c'est des acteurs dédiés RH, mais ils font du process. Ils commencent à faire de l'analytics, mais le positionnement est complètement différent, c'est-à-dire qu'ils prennent les données de l'entreprise et ils disent, au lieu que tu fasses des Excel, je vais te faire des jolie charts. Bon, ok, premier type. Deuxième type, c'est tous les acteurs de la data pure qui, eux, vont fournir aux entreprises une coquille vide et qui vont dire à l'entreprise, mets tes data, fais bosser tes data scientists dessus, ils vont te construire des algos. Donc eux, ils n'apportent pas la data externe, ils ne travaillent pas les algos pour l'entreprise, donc ils apportent un outil. Et ensuite, le troisième, c'est ce que vous avez évoqué. C'est des acteurs comme IBM qui disent nous on va faire de l'analytique sur la fonction, sur la dimension HR. La différence c'est qu'en fait ils ont exactement le même positionnement que les premiers acteurs qui font du process RH. C'est-à-dire qu'ils vont proposer des chartes avec les données de l'entreprise, ils vont proposer à l'entreprise d'utiliser l'outil, mais en fait aucun acteur ne couvre toute la chaîne de valeur. C'est-à-dire collecter 100 millions et plus de 100 millions de data, apprendre de ces données et délivrer un service qui va jusqu'à la suggestion et la recommandation personnalisée pour l'entreprise. En fait, ils couvrent la dimension outils sans avoir les data, sans avoir les algos. Et ce qui est intéressant dans notre positionnement et qui justement est très innovant, c'est que notre produit, il apprend et il s'améliore et du coup, il est sur étagère pour l'ensemble de ces acteurs-là. Parce qu'on va avoir derrière des algos sectoriels, on va avoir des algos par client et on a toute cette intelligence-là, toute cette data qu'on normalise, et ça c'est aussi une partie de notre cœur de métier, qui ne fait pas partie du positionnement des autres. Au-delà du fait que les acteurs du recrutement qui vont faire du matching n'ont pas besoin de data pour le faire non plus, c'est par ressemblance. Donc c'est une approche et une vision qui sont complètement différentes. Moi j'ai une question sur les sales, donc rien à voir. En général, on dit dans le SaaS pour les grosses boîtes, il faut faire du sales en bottom-up, en fait, en partant de petits services et puis en montant, en vendant 2-3 fois à droite à gauche et puis avant de remonter un peu plus haut. Toi, quand tu dis que c'est pertinent au-delà de 1000 postes, en fait, donc j'imagine que c'est difficile à le vendre pour un service qui a 15, 20 personnes. Comment est-ce que tu gères ça, en fait, pour rentrer dans les grosses boîtes, en fait? Donc oui, on ne vend pas aux boîtes qui ont moins de 1000 salariés. Ensuite, on a un pricing qui évolue en fonction du nombre de salariés qu'on met dans la solution et qu'on analyse. Comment est-ce qu'on arrive à pénétrer les comptes? C'est ça ta question?
Avec un business model SaaS, on fait beaucoup de com. Donc aujourd'hui, on a beaucoup d'appels entrants en fait, parce que justement, il y a cette prise de conscience collective du marché. Donc on a beaucoup d'appels entrants parce qu'on répond à leurs problématiques. Et ensuite, on n'a pas de problème à dire, oui, nous, on ne travaille pas en dessous de 1000 salariés et nos packs de pricing sont ceux-là, puisqu'on crée aussi une référence sur le marché. Donc voilà, il y a de l'appel entrant. Et ensuite, les sales, c'est vrai que il faut des sales qui soient câblés d'une certaine façon parce que, un, on vend de la valeur et on ne vend pas du process, et que deux, on s'adresse à des grands comptes et que nos interlocuteurs dans les grands comptes, ce sont des DRH, des VP Talent. Donc il faut qu'on recrute nos sales de façon à ce qu'ils soient capables de vendre de la valeur, ce qui est complètement différent que de vendre de l'outil, et qui soient à l'aise avec toutes les problématiques que peuvent avoir des interlocuteurs DRH au sein de grands groupes. Bon, on a encore le temps pour deux, trois autres questions. Oui. Bonsoir, bravo, super projet. J'ai fait le salon du e-learning et du talent management qui était en début de semaine, Porte Champéret. Il y avait beaucoup de RH, beaucoup d'outils différents, 360 TI Evaluation, enfin tout un tas de choses pour évaluer. Et un des gros soucis des RH, c'était justement la digitalisation de leurs entreprises, justement des grands comptes, pour rester dans l'évolution d'un marché qui va vers une digitalisation. Alors on a le digital learning, avec des grosses plateformes cross-knowledge, etc. Vous positionnez comment, et comment est-ce que vous arrivez au sein des entreprises à les convaincre de cette digitalisation, et comment est-ce que vous arrivez à mettre en place votre système de fonctionnement? Alors, digitalisation, déjà, moi, je ne sais pas ce que ça veut dire, en fait, parce que j'ai l'impression que c'est un terme qui est utilisé partout, et finalement, c'est le terme qu'il faut dire, mais en fait, tout est digital, c'est-à-dire que le SaaS, c'est du digital, le fait de ne plus avoir des bulletins de salaire physiques, mais en ligne, c'est du digital. Donc, c'est une tendance sur laquelle surfent beaucoup de cabinets qui disent on va digitaliser l'entreprise, et puis ça permet de facturer très cher des missions avec des recommandations dont on ne sait pas encore ce que ça va être. Nous, on ne joue pas trop cette carte parce que finalement, on peut avoir des directeurs du digital qui se disent ah oui, alors je vais faire du SaaS et puis le big data c'est du digital, donc ils viennent à nous en disant comme ça j'aurais coché une petite case dans mes propositions digitales pour l'entreprise. Notre vocation et vraiment notre vision, c'est pas d'accompagner la digitalisation de l'entreprise, même si évidemment c'est un mouvement qui doit avoir lieu et qui est nécessaire. C'est vraiment de dire, on fait changer les mentalités, on pousse de la transversalité et on apporte ce discours de preuve. Néanmoins, il y a effectivement de vrais enjeux sur la fonction RH aujourd'hui avec la dimension digitale. Pourquoi ? Pour deux raisons. C'est que, un, c'est elle qui va accompagner le fait que tous les métiers se transforment, que 25% de nouveaux métiers apparaissent chaque année. Donc c'est la fonction RH qui doit recruter sur ces métiers, qui doit faire évoluer les compétences des gens en place. Mais sa propre fonction, les RH eux-mêmes sont complètement impactés par cette digitalisation, justement parce qu'ils doivent utiliser des nouveaux outils, qu'il y a des nouveaux moyens de recrutement, de formation, etc. Donc, en tout cas, ce dont je suis convaincue, c'est que la digitalisation de l'entreprise, aujourd'hui, quand tout le monde parle de Chief Digital Officer, pour moi, il y a deux postes, deux types de métiers qui peuvent être de vrais bons Chief Digital Officer, c'est le CEO ou le DRH, parce que les enjeux sont concentrés typiquement autour de ces deux fonctions-là. J'ai une question. Est-ce que vous avez eu des cas où un responsable RH aurait pris une décision sur la base des données de Clostry un peu contre son instinct et où derrière le recrutement n'aurait pas marché, où il se serait planté sur ce choix? Et si oui, comment vous l'avez géré? Pas à ma connaissance, c'est-à-dire d'abord c'est difficile de savoir s'il l'a pris contre son instinct parce que nous on récupère le feedback de deux façons, c'est quand on va faire une suggestion, le RH va la noter en disant je la trouve pertinente ou je la trouve pas pertinente. Ça nous permet d'améliorer les algos en continu et d'avoir des suggestions derrière qui vont évoluer en fonction de ce que fait réellement l'entreprise. Ensuite, la boucle de retour sur le recrutement qui n'a pas fonctionné, il nous faut à peu près 1 an et demi pour le voir parce qu'un process de recrutement, c'est 6 mois et ensuite, il faut attendre 1 an avant qu'il y ait l'évaluation. Donc, typiquement, c'est quelque chose qui est difficile à mesurer, mais on a plutôt des exemples inverses en fait. Et que ce soit chez nos clients ou nos prospects, typiquement une fois, et du coup c'est un très bon argument de vente, et du coup sur la question de comment on réussit à vendre, c'est aussi ça. En fait, on construit des démos qui sont des POC.
C'est-à-dire que quand on arrive chez un client, Clustry a déjà des datas sur ses salariés qu'on trouve dans nos 100 millions et des offres. Et du coup, il peut tester la solution et voir typiquement pour une offre ce qui sort comme suggestion. Et parfois, d'ailleurs, ils nous mettent des offres sur lesquelles ils sont en train de recruter ou sur lesquelles ils ont déjà trouvé quelqu'un, etc. Et ça nous est arrivé justement chez un client qui évolue dans la dimension, dans l'industrie pharmaceutique, que pour un poste de directeur d'usine, donc très très technique, on propose quelqu'un qui n'avait rien à voir et qui venait du marketing. Donc la première réaction en démo, ça a été de dire mais ils ne marchent pas vos algos, je pense qu'on ne va pas avoir besoin d'une heure finalement de rendez-vous avec vous. Et puis en fait, au bout de 5 minutes, ils ont analysé, ils ont dit c'est vrai, on n'y aurait pas pensé naturellement, mais en fait cette personne elle est pertinente. Et finalement, ils ont recruté cette personne pour le poste. On aime bien quand ça se passe comme ça. Bon, merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Il doit rester des bières, donc je pense que si vous avez encore des questions, Bénédicte pourra vous répondre encore un peu. Avec plaisir.